Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir pour la dernière conférence de ce cycle de conférences. On a dû l'avancer comme vous avez pu le voir, au lieu de le mettre à 17h30, on a eu des petits problèmes intérieurs pour la coordination, mais je vous remercie vraiment de votre flexibilité et disponibilité. Donc maintenant, je vais laisser la parole à notre intervenante, la dernière intervenante de ce cycle, pour nous parler de la protection du personnel humanitaire. Donc voilà, je vais la laisser se présenter puis intervenir sur cette problématique. Merci beaucoup, et voilà, moi aussi je m'excuse, du coup ma présentation va être beaucoup plus courte que prévu, mais j'enverrai le document qui est assez détaillé, donc voilà, libre à vous après d'aller voir les sources que j'aurai indiquées dedans. Donc je me présente, je m'appelle Colline Bétou-Lamarque, je travaille donc pour la Croix-Rouge française comme juriste en droit international humanitaire. J'ai une formation de juriste en droit de la guerre. J'ai travaillé toute ma vie à l'international dans des organisations internationales. J'ai commencé ma carrière au CICR et puis ensuite voilà, j'ai fait des petits passages à l'ONU, ensuite Médecins sans frontières et dernièrement Action contre la faim. J'ai fait un peu de terrain, mais toujours en urgence, donc toujours des missions très courtes. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir un petit aperçu aussi pratique de ce que j'avais appris en théorie. Donc, ma télécommande, là, tac. Donc, le sujet de ce soir, c'est la protection du personnel humanitaire et l'accès en période de conflit armé. Je vais essayer de vous faire une présentation pas trop théorique, mais malheureusement, comme je suis juriste, parfois je me perds un peu dans des détails techniques, donc n'hésitez pas à me faire des grands signes pour me dire on ne comprend plus rien. Je passerai à quelque chose de plus pratique. Je vais essayer d'illustrer avec des exemples concrets ce que je vais tenter de vous expliquer. Alors j'ai commencé par décortiquer en fait le titre, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et bon, je ne l'ai pas forcément pris dans l'ordre, mais voilà, je commence par le moment en fait dont on parle. Et le moment dont on parle, c'est la période de conflit armé. Donc je ne vais pas du tout évoquer la protection ou l'accès humanitaire en période de catastrophe naturelle, par exemple, ou de toute autre crise qui ne serait pas un conflit armé. Alors je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les notions, parce que je ne connais pas bien votre formation en détail à tous. Mais qu'est-ce qu'un conflit armé? En gros, donc... il y a deux types de conflits armés, les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux ou internes. Donc selon que c'est l'un ou l'autre, il faut qu'il y ait un État qui ait engagé ses forces armées ou qu'il y ait un seuil d'intensité de violence qui soit atteint. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, là ça paraît peut-être un peu abstrait. Et donc, quand on parle de conflit armé non international, il faut bien distinguer de conflits internes ou de troubles intérieurs. Donc, certaines situations qui paraissent très violentes, en fait, en droit, n'atteignent pas un seuil de violence suffisant pour être qualifié de conflit. Je vais vous expliquer en détail. Ce qui est important de préciser sur la qualification de la situation, donc est-ce que c'est un conflit ou non, c'est que peu importe que le conflit soit légal ou pas, on distingue bien le droit de faire la guerre au droit dans la guerre. Les deux sont deux notions complètement distinctes qui évidemment se recoupent par moments, mais qu'il faut bien séparer. Moi, je vais vous parler uniquement des règles applicables pendant le conflit, et pas du tout de la légalité de s'engager dans une guerre. Et ensuite, la qualification, donc est-ce que c'est un conflit ou pas, c'est pas les parties au conflit qui décident si c'est un conflit ou pas. C'est des acteurs extérieurs. Donc là, on va voir un peu plus tard que ça peut poser problème, en particulier pour les conflits armés non internationaux, parce qu'évidemment, les États ont tendance à dire qu'il s'agit plus de lutte contre le terrorisme que de conflits armés. Ce qui n'implique pas du tout les mêmes règles. Alors voilà, donc là, il y a un schéma très compliqué, que je vais vous résumer très rapidement, mais comme ça au moins vous aurez le détail si vous voulez aller fouiller un peu plus, parce qu'en 3/4 d'heure, je pense pas que j'aurai le temps de tout brosser. Donc voilà, vous avez les conflits armés internationaux. En gros, il y a deux conditions, et recours aux forces armées d'au moins un État.
Et un simple coup de feu peut suffire à déclencher un conflit armé. Après, ça dépend aussi de la volonté ou non des États d'entrer en conflit. Hein. Souvent, ils sont assez réticents, surtout quand c'est avec un autre État. Donc ils disent, oups, on n'a pas fait exprès, non, non, c'était une erreur, donc non, non, c'est pas un conflit. Même s'ils ne sont pas censés qualifier eux-mêmes le conflit, évidemment, leur attitude plus ou moins hostile va déterminer la qualification. Dans les conflits armés internationaux, on verra que c'est des situations relativement simples pour ce qui en découle, et en particulier le sujet de ce soir, la protection et l'accès humanitaire. Les règles sont relativement claires parce que, en fait, à l'origine, le droit international humanitaire a été créé uniquement pour ces situations-là. Traditionnellement, les guerres, c'était entre deux États. Et donc les règles qui ont été fixées pour savoir comment on a le droit de faire la guerre ont été fixées dans des situations où c'était des conflits entre deux États. On verra que c'est de moins en moins le cas, donc on glisse de plus en plus vers les conflits armés non internationaux, conflits internes. Et alors là, c'est un peu plus flou, déjà pour déterminer s'il y a un conflit. Donc il faut un seuil d'intensité de la violence, comme je le disais tout à l'heure. Pour ça, on a plusieurs indicateurs que j'ai nommés en dessous. Donc le nombre de victimes, le caractère collectif, les armes utilisées, les déplacements forcés ou non. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui peuvent aider à déterminer s'il s'agit d'un conflit armé non international ou si c'est un seuil inférieur à ça, donc si ce sont de simples tensions internes ou troubles intérieurs. Et ensuite, les conflits armés non internationaux, par définition, sont sur le territoire d'un État, entre possiblement cet État et un groupe armé. Mais ça peut aussi être entre deux groupes armés sur le territoire d'un État. Quoi qu'il en soit, il n'y a toujours qu'un seul État au maximum qui peut être impliqué. Et donc, en face, il y aura forcément au moins un groupe armé. Et on considère qu'il y a un conflit si le groupe armé en face a une structure suffisamment élaborée. Donc, il faut qu'il y ait une chaîne de commandement, qu'il y ait une formation des combattants, une certaine coordination dans les opérations qui sont menées. Et là encore, on va voir que ça, c'est en théorie. En pratique, ça devient un peu plus compliqué. Surtout avec les groupes armés qui sont assez connus actuellement. Je pense particulièrement à Daesh ou groupes armés liés à Daesh. Donc voilà, donc là, je pense que c'est assez clair la distinction entre conflit armé international et conflit armé non international. Vous voyez qu'il y en a un qui est assez clair, avec des règles qui sont posées dès l'origine du droit international humanitaire, l'autre qui est un peu plus difficile à établir, et les règles sont beaucoup plus restreintes. Ça, je vais vous l'expliquer dans un instant. Alors après, bon, il y a tout un champ extrêmement complexe dans lequel je ne vais pas rentrer ce soir, qui est l'internationalisation ou non d'un conflit. Donc, bien évidemment, vous avez le schéma de base, qui est le conflit armé international, le conflit armé non international, mais au milieu de tout ça, vous pouvez avoir un conflit armé non international dans lequel va intervenir un État extérieur qui va soutenir une des parties au conflit. Voilà, donc l'échiquier devient beaucoup plus complexe et il y a toute une discussion, y compris sur les termes juridiques. Donc je ne vais pas partir dans cette technicité-là, mais sachez que un conflit considéré comme interne peut parfois être interprété selon les acteurs qui interviennent de l'extérieur en apportant un support, comme un conflit qui devient international. Et la conclusion de cette première partie, c'est que la qualification d'une situation est extrêmement complexe. Déjà pour un juriste qui s'en tiendrait simplement aux règles de droit, c'est très compliqué. Si vous mettez un petit peu là-dedans de la sauce politique, ça devient encore plus complexe. Et par exemple, pour le cas de la Syrie, il y a des interprétations extrêmement différentes sur la qualification de la situation en Syrie. Certains soutiennent que c'est un conflit armé non international, et c'est le cas au sein du mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, en tout cas du CICR. Et d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un conflit armé non international qui s'est internationalisé avec l'intervention, par exemple, de la Russie.
Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour avoir une idée de la complexité de la qualification d'une situation. Donc ça n'est que le début. Normalement, vous commencez par là, par qualifier la situation. Une fois que vous avez qualifié la situation, qu'il s'agit bien d'un conflit armé, on va s'intéresser aux règles qui sont applicables. Alors, vous avez ce qu'on appelle un corpus de règles, c'est-à-dire une famille ou une branche du droit international, qui est donc le droit international humanitaire, au droit de la guerre, au droit des conflits armés, qui a pour but de limiter les effets des conflits armés. Donc c'est un droit très pragmatique, c'est-à-dire qu'on part d'une situation très chaotique, qui est un conflit armé, et puis on essaye d'en limiter les effets, grâce à certaines règles. Limiter les effets, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et qui essayent de restreindre les moyens et les méthodes de guerre. Alors quand je dis qui ne participent pas ou plus, c'est-à-dire c'est en gros les civils ou les combattants qui ont déposé les armes ou qui sont blessés ou prisonniers. Et qui restreint les méthodes et les moyens de guerre, c'est-à-dire que le droit international humanitaire va à la fois réglementer la façon dont on fait la guerre, mais aussi les outils utilisés pour faire la guerre, les armes. En gros, il y a des armes qui sont interdites parce qu'on estime qu'elles provoquent des violences superflues, inutiles, pour atteindre son objectif militaire. Ce droit international humanitaire, il est présent dans plusieurs outils du droit, ce qu'on appelle le hard law, qui sont les traités et les conventions, donc ce sont les textes écrits, négociés, signés, ratifiés par les États. Donc normalement ils ont une valeur assez solide parce que les États les ont négociés ensemble et surtout se sont engagés par écrit à suivre les règles qui sont dans ces conventions et ces traités. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le soft law, la coutume internationale, donc ce sont les coutumes qui sont rentrées dans les mœurs sur des siècles et des siècles de pratique de la guerre. Et pour ça, le CICR a été assez utile dans la codification, ce qu'on appelle la codification de la coutume, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis dans un recueil toutes les coutumes existantes, en se basant par exemple sur les manuels militaires de tous les pays de la planète, mais aussi sur les habitudes qui avaient été prises, y compris dans des situations inhabituelles. Et enfin, vous avez les principes généraux du droit, qui sont des grands principes qui s'appliquent à tout le droit international. Typiquement, un État signe un traité, normalement, il est engagé. Bon, malheureusement, ces derniers temps, c'est un peu remis en question, mais bon, normalement, il y a des principes généraux du droit. Et enfin, le droit international humanitaire, c'est ce que je disais très brièvement tout à l'heure, c'est vraiment un droit qui s'applique pendant les conflits armés. Donc on ne s'intéresse pas du tout à la raison pour laquelle on est en situation de conflit armé. Peu importe si la guerre est légale ou non. Voilà, pardon, j'ai mis un peu de latin. Je suis juriste, il fallait que j'en ai un peu. Mais voilà, il faut bien distinguer, même si la guerre est complètement illégale, les règles du droit international humanitaire doivent être respectées. Donc ça, c'est un premier corpus. Et ensuite, vous avez les principes humanitaires, qui sont des principes, selon les organisations, il y en a plus ou moins. Au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, on en a 7. Mais disons qu'il y en a au moins 4 qui sont communs à tous les acteurs humanitaires. Alors je ne sais pas pourquoi il y a écrit humanisme, mais c'est humanité en fait. Principe d'humanité, principe de neutralité, impartialité et indépendance. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ces principes, donc je ne vais pas m'étaler. Mais bon, ils parlent un peu d'eux-mêmes. Hein. L'humanité, c'est voilà, notre sens humain, le fait qu'on s'occupe d'êtres humains quand on intervient sur le théâtre des opérations en tant qu'humanitaire. La neutralité, c'est que normalement, on ne doit pas prendre position. Alors ça, à l'origine, c'était un principe qui était vraiment gravé dans le marbre, en particulier pour le CICR. Et puis, face aux critiques du CICR durant la Seconde Guerre mondiale, ce principe s'est légèrement assoupli. Donc normalement, on ne se positionne pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas forcément parler de situations qui nous paraissent inacceptables.
Et là encore, ça dépend des organisations humanitaires. Il y en a qui dénoncent publiquement plus rapidement ou plus ouvertement que d'autres, mais toujours en se basant sur des constats humanitaires et sans prendre part politiquement. L'impartialité, en gros, c'est la non-discrimination. Ça veut dire qu'on se base sur les besoins des populations et non sur d'autres critères raciaux, religieux, etc. Et enfin, l'indépendance, c'est qu'on essaye de ne pas être instrumentalisé dans la mesure du possible. Je vous expliquerai que c'est de plus en plus difficile. Mais voilà, normalement, on ne se positionne pas pour une partie ou pour une autre et on n'accepte pas des fonds conditionnés, en principe. Je vais passer au deuxième volet du titre, pour le détailler un peu plus. Le personnel humanitaire. Bon, ça, j'espère que vous savez un peu ce que c'est, parce que vous êtes quand même voués à le devenir, si vous ne l'êtes pas déjà. Donc le personnel humanitaire, en droit, parce que je vais me limiter au droit, il y a plusieurs catégories. Alors, pourquoi c'était important tout à l'heure que je vous explique bien la distinction entre conflit armé international et conflit armé non international? C'est parce que justement, dans une situation ou dans une autre, les catégories vont changer. Dans les conflits armés internationaux, donc je vous expliquais, c'est le droit le plus détaillé parce que c'est celui qui existe depuis l'origine. Et donc, à l'époque, par exemple, des conventions de Genève, on avait prévu de codifier que, essentiellement, les conflits armés internationaux. Et donc là, il y a des catégories de personnel humanitaire qui sont bien distinctes. Et avec ces statuts différents viennent des protections différentes. Je viendrai à la protection après, mais voilà. Donc vous voyez, il y a différentes catégories de personnel humanitaire. Encore pour une raison historique, je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais le personnel sanitaire est celui qui bénéficie de la plus grande protection. Et quand je dis sanitaire, c'est le personnel médical, en gros, et tout ce qui va à côté. Donc je vais revenir sur la protection, mais donc voilà les catégories de personnel humanitaire dans les conflits armés internationaux. Donc vous avez le personnel sanitaire, personnel de secours, personnel employé des missions de protection, donc en général c'est le CICR, et personnel de protection civile. On verra qu'il y a encore une autre catégorie, mais je l'ai mise à la fin, c'est le personnel des Nations Unies. Et quand on parle du personnel des Nations Unies, on parle du personnel civil, pas des casques bleus. Ensuite, donc dans la deuxième situation, les conflits armés non internationaux, ces catégories n'existent pas vraiment, parce que le droit des conflits armés non internationaux est beaucoup plus vague et beaucoup moins détaillé, et beaucoup plus restreint. Cela dit, dans le droit coutumier, donc le soft law dont je vous parlais tout à l'heure, qui est basé sur les habitudes ou les coutumes qu'on a pu constater, là, il y a une protection à peu près équivalente à celle qu'on retrouve dans le hard law des conflits armés internationaux. N'hésitez pas à me couper si je vais trop vite ou si vous vous perdez un peu dans mon explication. Voilà. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quelle que soit la situation, de toute façon, le personnel humanitaire est englobé dans une grande catégorie qui est la population civile. Et donc tout le droit international humanitaire est basé sur des principes essentiels et un de ces principes vraiment fondateurs du droit international humanitaire, c'est le principe de distinction. Et donc ce droit base à peu près toutes ses règles sur le fait qu'il faut distinguer les combattants des non-combattants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les combattants et ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Les combattants, en gros, ils ont le droit d'être tués. Les non-combattants, qui ne participent pas ou plus aux hostilités, sont protégés. Donc, le personnel humanitaire est protégé sous le même chapeau que toutes les personnes civiles ou les non-combattants, sauf qu'ils bénéficient dans certains cas de protection particulière. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc dans le troisième volet, j'ai réuni protection et accès. Je vais traiter des deux, mais en gros, c'est souvent les mêmes règles qui permettent à la fois la protection et l'accès, parce qu'évidemment, ça va de pair. On n'a pas accès si on n'est pas protégé. J'ai commencé par l'accès, même si ça paraît un peu bizarre, mais parce que la protection est beaucoup plus détaillée, donc je
je le ferai après. L'accès du personnel humanitaire. Donc, c'est ce que je vous expliquais, il y a un principe de distinction entre les combattants, les non-combattants, ou les combattants et les personnes ne participant plus ou pas aux hostilités. Là encore, on retrouve deux situations, hein, les CAI, conflits armés internationaux, et les CANI, conflits armés non internationaux. Et vous voyez que dans les CAI, donc les conflits armés non internationaux, les règles des conventions sont mentionnées. CG4, c'est la convention de Genève, la 4e convention de Genève. Donc il y a des règles qui sont dans des conventions, dans des traités qui paraissent beaucoup plus solides pour les États, qui sont beaucoup plus valables, beaucoup plus engageantes, et surtout en termes de responsabilité, qui existent pour permettre l'accès. Et puis dans les conflits armés non internationaux, là c'est des protocoles additionnels ou la coutume, bon, vous voyez c'est un peu plus léger et les États ont tendance à oublier un peu les règles qui existent ou en tout cas à les interpréter de façon beaucoup plus libre. En gros ces règles, on va le voir après dans la protection, c'est pour ça que j'ai mis la protection après, c'est parce que je vais détailler. Ces règles qui permettent l'accès, elles sont basées sur deux choses. Le fait que en fait, les règles prévoient que les populations civiles doivent avoir accès aux besoins essentiels. Donc, la nourriture, les soins, l'eau, l'habitat, voilà, les besoins essentiels. Donc en fait, cet accès, il n'est pas donné aux humanitaires. Il est donné pour qu'on puisse atteindre, pour que les populations civiles puissent avoir accès à leurs besoins. Et ensuite, cet accès, il est possible parce que le personnel humanitaire a une protection particulière. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. J'ai mentionné les directives d'Oxford. Pourquoi j'ai mentionné ce texte en particulier? Parce que c'est un texte qui a été rédigé par des chercheurs d'Oxford, hein, comme son nom l'indique, mais qui a été... ils ont été mandatés, en fait, par le secrétaire général de l'ONU, qui a demandé de remettre un peu sur papier, et en tout cas de façon claire, les règles qui permettent l'accès aux humanitaires. Pourquoi ça a été fait en 2016? Parce qu'en fait, il y a eu quand même un gros chamboulement en termes d'accès pour les humanitaires dans l'histoire du droit international humanitaire, c'est le conflit en Syrie. Et face aux difficultés auxquelles se sont heurtées toutes les organisations humanitaires, et j'interprète organisation humanitaire de façon très large, puisque je mets l'ONU dedans, toutes se sont heurtées en fait à la souveraineté de l'État syrien, qui a dit ben non, le conflit est sur mon territoire, je donne accès à qui je veux, et puis de toute façon, nous on a les ressources nécessaires pour venir en aide à la pauvre population civile qu'on aimerait beaucoup aider, mais qui est prise en étau entre les groupes terroristes. Donc, pour que les choses soient bien claires, l'ONU a demandé à ce que les règles soient réexpliquées. J'imagine que la cible principale, c'était l'État syrien, mais voilà, ça s'adresse à tous les États pour rappeler un peu les règles d'accès. Alors, les règles d'accès, normalement, on doit attribuer un accès sans entrave lorsque l'État n'a pas la capacité de donner accès aux besoins essentiels à la population. Sans entrave. Bien évidemment, dans les conflits armés non internationaux, les États ont réussi à instaurer des conditions. Conditions sécuritaires. Donc s'ils disent « Ah oui, non, on ne peut pas donner accès parce que sinon, vous allez vous faire bombarder et c'est nous qui serons responsables. Donc vous ne pouvez pas avoir accès. » Donc en principe, c'est assez louable. C'est pour protéger le personnel humanitaire que l'accès est restreint. En principe. Donc normalement, c'est un accès sans entrave. Et les directives d'Oxford rajoutent à cela rappellent au fait que ça doit être sans entrave, que non seulement ça doit être sans entrave, mais qu'en plus ça doit être facilité par l'État. Mais là encore, il peut y avoir des conditions. C'est-à-dire, oui, nous, on facilite, on va vous aider à acheminer du matériel médical, mais il faut quand même que ça passe nos douanes. Et je vais vous donner des exemples concrets où la bureaucratie peut être
vraiment problématique en termes d'accès. Donc en principe, le matériel qui peut être délivré, donc je vous le disais, c'est le matériel nécessaire aux besoins essentiels, la nourriture, le matériel médical, les vêtements, lits, abris, matériel essentiel à la survie en général. Les conditions raisonnables, donc comme je vous disais, il peut y avoir des conditions qui sont en théorie raisonnables, mais qui sont utilisées comme moyen pour restreindre l'accès. Et c'est pour ça que ces directives d'Oxford sont assez intéressantes. Il y a l'hyperlien sur la présentation, donc vous pourrez aller les regarder. Parce qu'elles rappellent en fait quelles sont les règles de base. Et elles ne sont pas complètement libres d'interprétation. Et donc par exemple, j'ai cité 2 exemples, les restrictions à Gaza. Donc ça c'était en 2007, il me semble, pendant un des nombreux épisodes du conflit, enfin de l'occupation de l'État d'Israël dans la bande de Gaza. Il y avait eu un conflit à ce moment-là, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais là il y avait eu un niveau de violence suffisamment élevé pour qu'on considère qu'il y a un conflit. Médecins sans frontières veut se rendre sur les lieux, mais il y a une douane qui est contrôlée par l'État d'Israël. Et à partir de quel moment on considère que le contrôle à la douane est tellement long qu'en fait, c'est un refus d'accès? C'est tout le sujet de l'interprétation. Donc en ça, les directives d'Oxford sont relativement intéressantes. Autre exemple, le CICR en Afghanistan se sert depuis de nombreuses années de taxis pour acheminer les blessés de zones de conflit à un hôpital ou un dispensaire. Ces taxis n'arborent pas, je vais vous expliquer après ce que c'est, d'emblée, ce sont des taxis qui en fait sont utilisés comme des ambulances. Donc quand il y a un checkpoint, a priori, il y a un contrôle comme n'importe quel véhicule, puisque le taxi n'arbore pas de croix rouge ou de croissant rouge. À partir de combien de temps de contrôle au checkpoint des papiers d'identité du chauffeur de taxi, on considère que c'est une restriction à l'accès? Ça aussi, c'est un sujet d'interprétation. Enfin, il y a une condition qui est largement utilisée dans beaucoup de conflits, et en particulier en Syrie, c'est que l'organisme humanitaire ou le médecin ou enfin le personnel humanitaire ne doit pas outrepasser les limites de sa mission. Normalement, les missions sont très clairement définies, au moins dans les statuts des organisations, mais là encore, l'État peut considérer que lui, il a sa propre interprétation de la mission qu'il a accordée à l'organisation humanitaire à qui il a donné accès à son territoire. Donc, là encore, il y a une interprétation possible qui permet de restreindre l'accès. Donc ça, ce sont toutes des situations qui sont tellement floues que n'importe quel texte qui viendrait clarifier ou en tout cas rappeler les principes de base comme les directives d'Oxford sont les bienvenus. Alors maintenant, la protection du personnel humanitaire qui est donc directement liée à l'accès, parce que sans protection, il n'y a pas d'accès, à moins d'être suicidaire. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, le personnel humanitaire est protégé au même titre que les personnes civiles. Donc vous allez voir, j'ai des tableaux avec les grandes règles de protection, mais en gros, on n'a pas le droit de les cibler, quoi. C'est les seuls qui peuvent être ciblés, ce sont les combattants. Voilà. C'est les seules personnes les combattants, ou en tout cas les cibles militaires, quoi, les objectifs militaires peuvent être ciblés. Clairement, le personnel humanitaire fait partie de la population civile, quelle que soit la situation, quel que soit leur statut, ils sont protégés à ce titre. Ensuite, on va voir que selon leur statut, selon la situation, ils bénéficient ou non de protection particulière. J'ai juste précisé, parce que c'est très en vogue, et en plus je crois que vous avez eu une présentation sur l'intelligence artificielle, il me semble. Voilà. Donc j'ai juste précisé que le droit international humanitaire, comme vous le savez donc maintenant, puisque vous avez une présentation sur ce sujet, s'applique aux cyberopérations. Et donc la protection du personnel humanitaire, ou en tout cas des opérations, des missions médicales, sont protégées aussi dans le cyberespace.
Donc attaquer le service informatique d'un hôpital dans le cadre d'un conflit, hein, on parle toujours d'un conflit armé, pas dans une situation de paix, est considéré comme un crime de guerre, au même titre qu'une attaque d'un hôpital en dehors d'un cyberespace. Pour ça, vous pouvez vous intéresser, je pense qu'on vous en a parlé durant la présentation sur l'intelligence artificielle, du manuel de Tallinn, qui, en gros, c'est des experts des cyberopérations du cyberespace qui ont dressé des règles coutumières qui existent en droit international humanitaire et qui s'appliquent dans le cyberespace. Et donc, la règle 145 réglemente la façon dont on peut protéger le personnel humanitaire dans le cyberespace durant des cyberopérations. Et ensuite, il y a un autre sujet qui est très en vogue en ce moment et qui va vous concerner très directement en tant que travailleur humanitaire, c'est les conséquences des lois antiterroristes, qui est un sujet brûlant pour toutes les organisations humanitaires en ce moment, puisque ces lois ont toujours été plus ou moins problématiques depuis 2001. Hein. Mais là, ça s'intensifie. D'abord parce qu'il y a un risque de criminalisation. Et là, les principes humanitaires en prennent un coup parce que du coup, tout ce qui est impartialité, neutralité, indépendance, ça n'existe plus trop, quoi. Parce que d'abord, on conditionne les financements au fait qu'on vient en aide à un tel type de population ou tel groupe. Et puis surtout, on peut carrément poursuivre des organismes humanitaires qui viendraient aider des groupes considérés comme terroristes par certains États, voire par l'ONU, en fait. Alors c'est un problème qui existait déjà, hein, parce que par exemple Médecins sans frontières a eu de nombreux problèmes lorsqu'il s'agissait de venir en aide aux populations qui se trouvaient en zone Shebab en Somalie. Ça leur a posé problème parce que les Shebabs sont sur la liste des groupes terroristes de l'ONU et donc forcément on venait leur poser des questions sur le fait que s'ils étaient en zone Shebab, ok, ils aidaient la population civile, mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu qui passait dans la main des Shebabs au passage Donc ça a toujours été un peu compliqué, de même pour le CICR avec les négociations avec les talibans en Afghanistan. On leur a souvent reproché d'avoir des contacts alors que c'était des groupes terroristes, qu'il ne fallait pas leur parler. Donc c'est un problème qui existe depuis longtemps, mais là ça s'intensifie vraiment. Et en tout cas en France, il y a une législation qui se durcit sur ce plan-là et ça pose vraiment problème, en tout cas à la Croix-Rouge française, c'est un problème énorme. Surtout que la Croix-Rouge française comme le CICR a des programmes de rétablissement des liens familiaux et donc on a accès à des informations hautement confidentielles, mais quand on se heurte aux lois antiterroristes, il n'y a plus vraiment de confidentialité en fait. Donc voilà. Et puis ça pose toute la question autour de la protection des données, c'est-à-dire que maintenant, parce qu'on se rend dans un pays pour des raisons humanitaires, quand on va rentrer, on va avoir droit à un interrogatoire détaillé au titre de la loi antiterroriste, parce qu'on aurait eu éventuellement des contacts avec des groupes considérés comme terroristes à l'étranger. Comme vous le savez, par exemple, c'est devenu illégal de quitter la France pour se rendre en Syrie. L'objectif premier, c'était la lutte contre le terrorisme, des combattants étrangers, des combattants français qui se rendaient en Syrie pour combattre. Mais un humanitaire qui part en Syrie, qu'est-ce qui fait que, d'un point de vue juridique, il est différent de celui qui s'y rend pour combattre? C'est tout ce qui est en train d'être négocié par les organisations humanitaires. Donc voilà pour la protection. Voilà tous les textes qui concernent la protection, donc ça donne envie. Donc là, voilà, vous avez le détail de tous les textes, si ça vous intéresse, je les ai classés par catégorie. Bon là, j'ai essayé de défricher un peu, ça paraît moins aride, hein, mais en gros, vous avez plusieurs catégories de protection, ou catégories... on peut regrouper la protection sous différentes catégories. Donc ne pas attaquer, nuire ou tuer, ça paraît une évidence, hein, mais ça l'est pas pour tout le monde malheureusement. Donc on parle des blessés en priorité, bien évidemment, enfin des patients,
ou des populations dans le besoin. Et par ricochet, on parle du personnel humanitaire. Hein. Et bien évidemment, ensuite, on parle de tout le matériel, les établissements, les véhicules, enfin tout ce qu'il y a autour du patient, du blessé ou de la population dans le besoin. Rechercher et recueillir. Donc là, rôle premier des États. Hein. Normalement, c'est les États les premiers responsables pour venir en aide à leur population quand ils n'en ont pas la capacité. Ils doivent permettre l'accès et ils doivent permettre de rechercher et recueillir les personnes qui en ont le plus besoin. Protéger et soigner. Bon, là encore, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément, surtout quand on parle de personnes, enfin de combattants d'un groupe ennemi. Ça ne paraît pas toujours évident à tout le monde qu'ils ont aussi le droit d'être soignés. Traiter sans discrimination, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Protéger et respecter à la fois le matériel, mais aussi les établissements et les véhicules. Fournir des soins. Là encore, on parle de faciliter l'accès aux blessés et aux malades, parce que plus ils sont soignés ou pris en charge rapidement, plus ils ont de chances d'être sauvés. Protéger les transports médicaux. Alors, l'emblème, je vais m'y arrêter 2 minutes. L'emblème, ça a 2 utilités. Le premier, c'est de signaler qu'on est protégé. Parce que si on veut que les parties au conflit respectent le droit international humanitaire, c'est quand même plus simple de leur indiquer qu'on est un espace protégé ou une personne protégée ou un véhicule protégé. Donc, normalement, vous avez des emblèmes. C'est la Croix-Rouge, le Croissant Rouge et bon, la Magen David Adom. Bon, voilà, il n'y a qu'un pays qui l'utilise, mais en gros, en général, c'est Croix-Rouge, Croissant Rouge. Elle doit être d'une taille qui est réglementée, suffisamment large, en particulier sur les hôpitaux pour être visible depuis l'espace aérien. Donc cet emblème, il permet d'indiquer qu'on est protégé. Cet emblème, il permet aussi, en cas d'arrivée massive, par exemple, je prends des exemples concrets, hein, en cas d'arrivée massive de blessés, de rappeler que c'est un espace protégé aussi pour les blessés, et donc ils doivent laisser leurs armes à l'extérieur de cet espace protégé. Parce que qu'est-ce qui en fait que c'est un espace protégé? C'est parce que c'est un espace médical ou sanitaire ou peu importe, mais en tout cas un espace civil. Donc si vous y faites entrer des combattants, des armes, n'importe quoi qui pourrait être considéré comme un objectif militaire, ça en fait un objectif militaire. Et donc, la partie adverse peut légitimement bombarder un hôpital qui servirait d'abri pour des combattants armés. Je précise, hein, pas des combattants qui ont déposé les armes et qui sont blessés. Donc, c'est très important à la fois de signaler qu'on est protégé et de bien comprendre qu'il y a des droits et des devoirs qui vont avec cet emblème. Les devoirs, c'est de ne pas faire rentrer d'armes ou de personnes qui sont encore au combat. J'ajoute que c'est un crime de guerre de bombarder un hôpital ou une ambulance ou un lieu comme un dispensaire. Et c'est un crime de guerre également de s'en servir comme refuge ou comme véhicule quand on est un combattant armé. L'éthique médicale, bon ça, conflit armé international ou non international, c'est un principe que l'on doit respecter dans toutes les situations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, obliger un médecin à soigner une victime de torture, traitement cruel ou inhumain pour qu'il soit suffisamment en état pour qu'on puisse le retorturer par la suite. Donc il y a une éthique médicale à respecter dans le droit international humanitaire. Protéger les structures de santé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les structures de santé sont protégées dans la mesure où elles-mêmes respectent les devoirs qu'elles ont en vertu de la protection du droit international humanitaire. Donc ça, c'était la protection, excusez-moi, je reviens en arrière, il y a plein de petits textes. Voilà, ça c'était la protection du personnel sanitaire. Donc, vous l'avez compris, c'est tout ce qui a trait au médical.
La protection du personnel sanitaire, c'est ce qui existait dès l'origine, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Croix-Rouge, mais à l'origine, c'était pour, ça avait été créé par Henri Dunant, et c'était pour venir en aide aux blessés sur le champ de bataille, pour qu'on puisse les évacuer en toute sécurité et les soigner. Avec l'histoire, cette protection s'est étendue, en tout cas pour les situations de conflit armé international. Là, c'est les autres catégories de personnel qui sont protégées dans les cas de conflit armé international, donc c'est les catégories de personnel humanitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez ceux qui sont en charge des missions de puissance protectrice, donc c'est le CICR en gros. Je n'ai pas comme ça en tête d'autres organisations qui fassent ce type de mission. Donc l'essentiel de leur travail, c'est l'accès aux prisonniers de guerre, et puis le rétablissement des liens familiaux. Ils doivent aussi procurer des formations concernant les conventions de Genève, en particulier aux forces armées. Bon, il y a une limite, c'est vraiment un truc technique, mais voilà. Ensuite, il y a la protection du personnel de protection civile. En général, la protection civile, dans bien des cas, c'est la Société nationale. Donc la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge, qui intervient à la demande de l'État. Si cet État n'est pas en capacité de le faire, ou s'il refuse de le faire, à ce moment-là, ça peut être un État neutre, donc un État extérieur au conflit, ou un organisme international. Ce personnel est protégé et respecté. C'est quelque chose de très général. En général, on sert de la coutume pour savoir exactement de quoi on parle quand on parle de respecter et protéger. Et là, on en revient à l'explication très détaillée que je vous ai montrée avant du personnel médical. Enfin, vous avez la protection du personnel de secours. Là encore, selon les situations, ils ne bénéficient pas de la même protection. Et en dernier lieu, la protection du personnel de l'ONU. Et quand je dis personnel de l'ONU, c'est bien le personnel civil. On ne parle pas des casques bleus. Je vais passer un peu vite parce que j'aimerais bien vous donner des illustrations concrètes. Alors, j'en viens un peu plus à des situations un peu plus pratiques. Bon, ça, c'est un schéma qui peut faire un peu peur, surtout si vous vous apprêtez à partir sur le terrain, mais c'est le nombre de personnel humanitaire qui a souffert d'infractions les plus graves. Donc en gros, c'est des personnes qui ont été tuées, gravement blessées ou kidnappées. Ce sont des statistiques qui datent de 97 à 2018. Alors, je vais expliquer un peu ce graphique, parce que comme ça, on n'a pas énormément d'informations, mais il y a une explosion, on a l'impression qu'il y a une explosion, effectivement, il y a une augmentation du nombre, mais d'abord, ce n'est pas au niveau mondial, c'est parce que dans certains États, c'est devenu un moyen de faire la guerre, d'attaquer le personnel humanitaire. Donc il y a eu une explosion dans certains conflits où les humanitaires sont quasi systématiquement ciblés, en particulier les organismes humanitaires internationaux. Et ensuite, il faut bien garder en tête que depuis 1997, il y a quand même eu aussi une explosion du nombre de travailleurs humanitaires présents sur le terrain. Donc il faut quand même garder ça en tête. Cela dit, même proportionnellement, il y a quand même une augmentation du nombre d'incidents. Là, ce sont que les incidents graves. Alors, il y a beaucoup plus de travailleurs locaux qui sont victimes d'incidents graves, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mais proportionnellement, c'est à peu près équivalent en fait. Proportionnellement, il y a à peu près autant d'expats que de travailleurs locaux qui sont victimes d'accidents graves. En revanche, il y a beaucoup plus de décès chez les travailleurs locaux. C'est-à-dire que les personnes qui kidnappent, par exemple, ont beaucoup plus tendance à tuer le personnel local qu'international, parce qu'ils ont conscience que les conséquences ne vont pas forcément être les mêmes pour eux. Comment on explique cette explosion? Alors, ça pourrait faire l'objet de tout un semestre de cours, mais disons qu'il y a deux éléments qui ressortent particulièrement.
C'est d'abord que la nature des conflits a changé. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, à l'origine, le droit international humanitaire, quand il a été créé, les conflits, c'était entre deux États qui faisaient la guerre sur un champ de bataille. Hein. C'était très simple. Aujourd'hui, c'est évidemment 100 fois plus complexe, en particulier quand on analyse qui est impliqué dans un conflit. En fait, il y a de moins en moins de conflits entre États, donc de conflits armés internationaux, et de plus en plus de conflits armés non internationaux qui impliquent des groupes armés. Et les groupes armés, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts à protéger les travailleurs humanitaires que les États. Parce que même si le droit international humanitaire n'a pas pour but d'être réciproque, c'est-à-dire c'est pas parce que toi tu as violé le droit que moi je vais le violer aussi, normalement ça ne marche pas. En réalité, souvent on dit « Ok, moi je respecte le droit international humanitaire parce que j'ai envie que toi aussi tu le respectes. » Sauf que ça ne marche pas comme ça avec les groupes armés. Donc ils ont quand même tendance à moins respecter la protection des humanitaires. Cela dit, on a un exemple où c'est beaucoup l'État quand même qui attaque les humanitaires. Et là je pense à la Syrie. Et puis il y a un autre élément qui est assez important dans l'augmentation des incidents graves, c'est la confusion des acteurs humanitaires. C'est-à-dire que, en particulier pour les groupes armés, il y a eu une grosse confusion qui s'est créée quand on a mixé, pour les opérations de l'ONU, la partie humanitaire et la partie militaire des opérations. Et là, tout d'un coup, on n'a plus trop su qui faisait quoi. On n'a plus trop su qui faisait partie du conflit et qui était là pour apporter de la nourriture et des médicaments. Et donc, c'est arrivé avec cette confusion, mais en fait, ça s'est imprégné dans l'esprit de beaucoup de combattants et même de la population qu'il y avait une confusion possible dans l'intention des acteurs humanitaires. Et en particulier parce que, donc je vous le disais, l'ONU, mais ensuite certaines forces armées de certains États ont utilisé la doctrine du Rich Heart and Mind. Donc voilà, toucher la population au cœur et à l'esprit et se faire aimer de la population locale pour avoir son soutien contre les groupes armés. Et donc les militaires se sont mis à faire de l'humanitaire. Et voilà, et avec toute cette confusion, c'est vrai que la distinction qui était claire à l'origine entre le personnel médical qui venait aider les populations et les militaires qui venaient combattre sur le théâtre des opérations, tout d'un coup, ça a été plus du tout clair du tout et on n'a plus compris qui faisait quoi. Et donc, en gros, on a attaqué toutes les organisations internationales qui étaient reliées de près ou de loin à des armées américaines, européennes, canadiennes. Voilà, donc en gros, ces deux éléments-là ont participé à l'augmentation des incidents graves qu'on a pu observer. Comme je le disais, donc, les attaques humanitaires sont devenues un moyen de guerre dans certains conflits, c'est-à-dire que c'est carrément l'objectif, ne plus permettre à la population d'être soignée ou d'avoir accès aux besoins les plus essentiels. C'est devenu un moyen de guerre, et pour ça, on attaque les humanitaires. Un des éléments clés pour assurer la protection des humanitaires, et donc l'accès, puisque je vous disais c'est directement lié, c'est principalement les gens qui sont sur le terrain qui le font, et c'est l'acceptation. On peut faire toutes les négociations qu'on veut depuis les capitales, il n'empêche que l'acceptation d'une organisation humanitaire sur le terrain, c'est la garantie de sa protection et de son accès. Et là, ça ne dépend que du contact des personnes présentes sur le terrain avec les populations qu'ils rencontrent, ou même les groupes armés, ou même les forces armées. Donc c'est vraiment l'élément clé pour assurer la protection et l'accès. Vous pourrez avoir toutes les règles de droit possibles et imaginables, toutes les conventions, toutes les négociations politiques que vous voulez. Si vous n'avez pas l'acceptation sur le terrain, vous n'aurez pas de protection et pas d'accès. Je vais terminer avec deux éléments qui, j'espère, produiront des effets.
Le premier, donc, comme je vous le disais, c'est l'ONU qui a eu une réelle prise de conscience sur l'accès et la protection des humanitaires, en particulier avec le conflit en Syrie. Alors, depuis beaucoup plus longtemps que ça, hein, depuis 2003, je crois, il y a quand même un rapport périodique, donc tous les ans, qui est présenté devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre de chaque année, sur la protection des acteurs humanitaires. Donc il y a un gros focus sur le personnel onusien, mais il y a aussi toutes les organisations humanitaires qui travaillent avec l'ONU. Et donc il y a un rapport avec le nombre d'incidents, l'analyse des incidents et les recommandations qui sont faites à tous les États, parce qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, tous les États se réunissent chaque année. Donc là, c'est un coup de marteau à chaque fois un peu plus sur le même clou, hein, pour rappeler. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, voilà, ça rappelle les principes de base. Il y a eu un rapport très important en 2017 et une résolution qui a suivi une résolution aussi très importante en 2016, qui est une résolution du Conseil de sécurité, qui rappelle que l'ONU demande donc un accès rapide, sans entrave et ininterrompu aux organismes humanitaires quand la population est dans le besoin, que les procédures administratives pour donner l'accès doivent être claires, simples et rapides pour faciliter la livraison de l'aide humanitaire. Et il catégorise l'entrave à l'accès sous 2 catégories: les attaques, donc la protection, hein, le manque de protection, et les obstacles bureaucratiques dont je vous parlais tout à l'heure, on le sous-estime souvent, mais qui est en fait un gros obstacle à l'accès humanitaire, qui est en fait celui qui est le plus utilisé parce que il est sujet à interprétation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on espère que les travaux de l'ONU entre les guidance, les directives d'Oxford et les rapports périodiques vont permettre de rappeler aux États leurs obligations et vont permettre une meilleure protection, un meilleur accès. Et ensuite, il y a une initiative qui a été lancée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en particulier par le CICR, qui s'appelle les soins de santé en danger, Healthcare in Danger, c'est pour ça que c'est HCID, qui répertorie depuis, ça a commencé en 2008-2009, qui répertorie tous les incidents de sécurité du personnel et des lieux de soins, du personnel médical et lieux de soins. Bon, ils se sont servis principalement de leurs incidents, mais ils ont aussi répertorié ceux qui avaient été subis par Médecins sans frontières, par exemple. Et donc, il y en a beaucoup. Donc, ils ont analysé tous ces incidents, ils ont pris les incidents les plus graves. Hein. Ils se sont aperçus que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une explosion des chiffres, mais en fait, c'est assez concentré sur quelques pays. Hein. En gros, les pays en tête de liste, les champions, c'est le Soudan du Sud, le Yémen, la Syrie, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Déjà, avec ces 5-là, vous êtes pas mal. Il y a quand même, c'est vraiment récurrent. Je pense que le Soudan du Sud est vraiment loin devant parce que c'est quelque chose de quasi systématique, hein, en particulier dans l'état du Jonglei, donc dans l'est du pays, c'est quasi systématique en fait de piller, d'attaquer les structures de santé. Donc, face à ce constat d'un nombre qui augmente et souvent aussi la gravité augmente, il propose des mesures qui en fait sont assez basiques. Hein. Renforcer le droit national, incorporer la protection dans la pratique opérationnelle des groupes armés et des forces armées, promouvoir et puis mieux préparer les structures médicales et les ambulances à des incidents de sécurité. Donc ces mesures, justement, c'est dans ce cadre-là que l'ONU peut intervenir. Et c'est là où ces 2 initiatives, où ces 2 outils peuvent être relativement complémentaires, parce que comme vous le savez, l'ONU c'est un organisme interétatique, donc le droit international se fait beaucoup dans cette enceinte. Voilà. Oui, alors j'avais préparé des cas pratiques, mais on n'aura clairement pas le temps. Je voulais illustrer mon propos avec un incident de sécurité qui s'est passé au Nigeria, qui concernait Action contre la faim, qui est toujours en cours d'ailleurs.
puisqu'il y a toujours une personne qui n'a pas été libérée. Donc j'aurais aimé discuter avec vous, d'après vous, comment on aurait pu prévenir et comment on peut répondre à ce type d'incident. Et ensuite, je vous invite à aller voir le site du CICR, plus précisément du droit international VIH en action, qui propose des cas pratiques basés sur des faits réels. Et là, je vous en avais retenu un qui concerne la Libye et en fait l'aide humanitaire en Libye dans un contexte, bon ça date un peu, hein, mais c'était dans un contexte sécuritaire très tendu et où l'accès était très compliqué. Voilà, je vais m'arrêter là, il est 18h05, vous avez 5 minutes pour poser des questions. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour la présentation. Donc je vais aller vite. Pour 5 minutes, je vais poser une seule question. Ou deux. Une. En fait, moi je me pose des questions sur, par exemple, sur le conflit syrien où certains organismes humanitaires qui décident par exemple, de faire le choix d'y aller en Syrie et d'intervenir malgré l'interdiction, par exemple, du gouvernement syrien. Et, du coup, je me pose la question à savoir si ça, qu'est-ce que ça représente en termes d'impact sur l'accès général pour les organismes humanitaires. C'est un choix qui c'est une approche qui est étudiée au niveau par exemple, au niveau du CICR ou au niveau de l'ONU par rapport à l'accès en général, parce que je sais que quand un organisme prend la décision unilatérale d'aller sur un territoire malgré le refus des autorités, ça peut avoir un impact sur la majorité des organismes humanitaires qui veulent intervenir dans la zone, mais de façon plus légale, en passant par des plaidoyers de façon concertée. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que, de point de vue accès CICR, ONU, qu'est-ce que ça représente en fait? Alors, il y a plusieurs éléments que je pourrais développer, mais j'ai pas du tout parlé de tout ce qu'on appelait l'ingérence humanitaire, parce que j'avais pas le temps, et parce que j'ai essayé d'axer ma présentation sur un aspect plus juridique. Alors justement, vous parlez du CICR et de l'ONU. Le CICR va avoir une approche très juridique, l'ONU beaucoup plus politique. Et le CICR va rappeler que dans les textes, quand c'est un conflit armé non international, comme c'est le cas en Syrie, on ne peut pas intervenir sans l'autorisation de l'État. Après, il peut y avoir une discussion sur est-ce que l'État a réellement contrôle sur l'ensemble de son territoire. En l'occurrence, le CICR considère que oui, et que donc on ne peut pas rentrer sur le territoire sans l'autorisation de l'État, et que les organisations humanitaires qui le font sont dans l'illégalité et donc ne sont pas nécessairement protégées par le droit, puisqu'on peut considérer qu'elles ne sont pas neutres, indépendantes et impartiales, et que donc ce sont des cibles militaires. L'ONU va avoir une approche beaucoup plus politique et va essayer de négocier entre États, par exemple, un couloir humanitaire. Mais là encore, c'est à la discrétion de l'État de l'accepter ou non. Ce qui est sûr, c'est que l'ONU jamais ne s'aventurera à entrer sur le territoire d'un État sans son autorisation, parce que le principe même de l'ONU, c'est la souveraineté des États. Donc, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que les organisations humanitaires qui rentrent sur un territoire sans y être autorisées prennent un risque sécuritaire, que effectivement ça peut créer des précédents. On a vu le mal qu'a pu faire l'ingérence humanitaire pour l'image que ça pouvait donner des organisations humanitaires qui de fait étaient très politisées en fait, et en particulier quand on pense au conflit en Libye.
Donc voilà. Je n'ai pas vraiment de réponse à part celle juridique qui est que sans autorisation de l'État, en plus dans un conflit armé non international, c'est illégal. On attend une autre question. Non. Ouais, j'ai raté mon train, je suis désolée. Mais par contre, je peux laisser mon mail sans problème et puis j'enverrai la présentation. Donc si vous avez une question brûlante, n'hésitez pas. Voilà. Je suis désolée. Juste une petite info, vendredi soir,